Plus de 2000 recrues engagés volontaires renforcent les rangs de l'armée malienne. Ils ont prêté serment après quelques mois de formation au centre d'instruction de Tibi dans la région de San. Dialogue entre public et privé, plusieurs cadres de concertation existent dans notre pays dans ce sens pour améliorer l'environnement des affaires, c'est-à-dire faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'il y ait plus d'entreprises parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. À suivre les grands formats de Garibou Péru dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette nouvelle, la Direction générale des douanes a désormais un nouveau siège. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'inaugurer les 10 sièges. Construit sur 30 hectares, le tout nouveau siège de la Direction générale des douanes est situé à Samanko 2 dans la commune du Mandé. Il a coûté à l'État malien plus de 4,5 milliards de francs CFA. La structure réalisée comporte 5 niveaux R+4 et 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et un réfectoire pour 100 convives situés sur la terrasse supérieure. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Garibou Péru, Alocéne Tourié, Abdelsalam Bambara et Djelimaka Djabati. Je le disais tout à l'heure, compte sorti des recrues du contingent spécial 2022 de Tibi dans la région de San. Ils sont plus de 2000 recrues engagés volontaires à prêter serment après quelques mois de formation au centre d'instruction de Tibi. Les détails avec Valentin Roger Diallo. Le centre d'instruction de Tibi vient de former 2046 volontaires qui ont accepté de rendre les armes en leur possession pour se mettre à la disposition de la mère patrie. Venus de divers horizons du pays, après 3 mois de formation commune de base, ils entendent désormais défendre le territoire national contre toute forme de menace. Faites le serment de servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité. Je m'adresse à tous mes frères compatriotes maliens. Ceux qui détiennent toujours l'arme illégalement, de venir rejoindre la patrie mère. Nous avons choisi de déposer nos armes et venir intégrer les forces des armées. Vive le Mali, vive l'unicité. Cette formation commune de base avait pour but de donner aux futurs soldats les bonnes capacités intellectuelles, morales et physiques. La formation a aussi permis de leur inculquer les notions de base de la vie militaire. En outre, les recrues ont bénéficié des modules de sensibilisation dans le cadre du terrorisme, les connaissances interarmes, l'instruction sur le tir au combat, le sécurisme au combat, entre autres. Le centre d'instruction de Tibi a abrité et formé des recrues venus de Tombouctou, Sévaré et Ségou, pour un effectif de 2046 venus successivement. Les exigences et rigueurs ont permis de donner satisfaction à la hiérarchie militaire par rapport à la formation physique, morale et intellectuelle à travers une instruction de qualité, d'une part des matières militaires et d'autre part des matières civiques et morales. Avec un programme riche et diversifié sur un volume horaire de 388 heures. Chers soldats de la 4e vague du contingent spécial, vous avez choisi d'embrasser le métier des armes dans la légalité. Comprenez que ce choix présente de grands défis allant souvent jusqu'au sacrifice ultime. C'est pourquoi les connaissances que vous avez acquises pendant cette formation sont utiles et vous en aurez rapidement besoin car vous serez bientôt engagés dans des situations complexes requérant de grandes habiletés professionnelles et humaines. Il faudra donc donner le meilleur de vous-même en toute occasion, en ayant à l'esprit que vous ne devez jamais décevoir. Les recrues ont été félicités pour le choix patriotique qu'ils viennent de faire. Au nom des autorités militaires, le colonel-major Djibril Doumbia a remercié les autorités administratives, religieuses et coutumières de Tibi et San pour leur accompagnement le temps de cette formation. Il n'a pas manqué de rappeler le caractère asymétrique des menaces auxquelles la nation est confrontée. Des défis qui imposent donc aux forces de défense et de sécurité des ressources suffisantes et qualifiées pour un maillage complet du territoire national.
Plusieurs cadres de concertation existent dans notre pays. Les structures mises en place ont pour vocation d'ouvrir au quotidien des dialogues entre le pouvoir public et le pouvoir privé pour améliorer l'environnement des affaires, c'est-à-dire faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'il y ait plus d'entreprises parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. À l'instar du secteur privé lui-même, beaucoup d'experts estiment qu'aujourd'hui le dialogue est en panne. La question du chemin visant à renforcer l'efficacité du dialogue entre public et privé a intéressé Garibou Pérou et Moulay Sidibé. Dans le cadre du renforcement de la contribution du secteur privé à l'économie nationale, plusieurs instances de concertation ont été mises en place. C'est pour faire du secteur privé le moteur de la croissance économique. Le temps est venu de faire une évaluation des cadres de concertation en place pour éventuellement corriger les insuffisances. Nous avions dans le passé le CPI, le Conseil présidentiel pour les investissements, qui se réunissait environ une fois par an autour du président de la République pour justement échanger sur l'écosystème, sur le doing business, sur l'environnement. Malheureusement, ce conseil n'existe plus, en tout cas il ne se réunit plus. Ensuite, nous avons le Conseil supérieur du secteur privé, qui est une structure qui ne fonctionne pas correctement. Les partenaires sociaux, c'est-à-dire que les syndicats des travailleurs du secteur privé, le Conseil national du patronat, la Chambre de commerce et d'industrie, doivent s'approprier tous les sujets qui conditionnent l'insertion dans l'économie mondiale. Des sujets comme le marché du travail, le marché du capital, la formation, l'énergie, les transports, la fiscalité, etc. Sur toutes ces questions-là, sur tous ces thèmes-là, malheureusement, la qualité du débat est encore insuffisante. En dépit de ces instances, l'implication du secteur privé dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques demeure insuffisante. Le dialogue doit porter aussi, non seulement sur l'amélioration des indicateurs qui fondent la lisibilité internationale de notre pays, c'est-à-dire le doing business, mais sur tous les dossiers qui conditionnent la compétitivité de nos entreprises. Dans le cadre de l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il a été encouragé la création au niveau de chaque État un cadre national de dialogue social. Et le gouvernement et le patronat avec les syndicats, sont aujourd'hui dans cette logique de créer ce cadre national de concertation qui va permettre d'anticiper sur les conflits. Une fois qu'on anticipe sur les conflits, le développement économique, l'activité économique des entreprises est au rendez-vous. C'est-à-dire, ça permet d'éviter des grèves, ça permet d'éviter les crises sociales. Il existe une pléthore de cadres de concertation, mais le dialogue est en panne. Il est important que ce dialogue soit amélioré pour que les entreprises nationales redeviennent plus compétitives dans un monde totalement libéralisé. Nous sommes un des 193 États reconnus par les Nations Unies et chacun de ces 193 États cherche des investissements, cherche à attirer des investissements, que ce soit des investissements nationaux, mais aussi des investissements internationaux. Donc il est important que le secteur privé et le secteur public dialoguent pour améliorer le cadre dans lequel les entreprises évoluent. Il y a un élément aussi important sur lequel il faut focaliser l'action, c'est-à-dire le dialogue public-public. Cela participe aussi de la consolidation du dialogue public-privé. Chaque ministère doit travailler avec les secteurs qui sont directement liés à son écosystème et qui ont un impact direct sur l'atteinte de ses objectifs. Cela participe aussi de la consolidation du dialogue État-secteur privé. Mais heureusement, avec la gouvernance actuelle, on sent une amélioration. On sent de plus en plus qu'il y a une synergie d'action entre les différents ministres, entre les différents départements ministériels, quant à la mise en œuvre de leur programme d'action. Travailler en complicité parfaite pour améliorer notre croissance économique est une des solutions aux problèmes du secteur public et privé. Tant qu'il n'y aura pas cette complicité-là, on ne peut pas développer une économie. Or, c'est l'économie qui développe un pays. Vous ne pouvez pas avoir une armée forte si vous n'avez pas une économie forte. Parce que c'est en ayant une économie forte que l'État peut prélever des impôts et des taxes en taxant cette économie pour justement bâtir par exemple une armée, pour bâtir un système éducatif de qualité, pour bâtir des routes, des ponts et des aéroports et des gares routières.
Les dysfonctionnements préjudiciables au secteur public et privé méritent des réponses, ne serait-ce que pour résoudre l'équation du chômage. Chaque année, nous allons avoir entre 150 000 et 200 000 jeunes qui vont sortir de nos écoles, de nos centres de formation, qui vont venir chercher du travail et qui ne trouveront pas du travail. Et sans perspective, qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes? Ils vont s'enrôler dans des groupes armés terroristes parce qu'on leur donne quelques billets, ou alors ils vont essayer d'immigrer et 80 à 90% d'entre eux vont mourir soit dans le désert du Sahara ou bien en mer Méditerranée. Donc il est impératif que ce dialogue secteur public, secteur privé soit rétabli. Je crois que ce dialogue aussi doit être un cadre d'échange où l'État doit débattre avec le secteur privé de sa vision du développement à long terme. Et c'est bon que ce type de cadre puisse exister et qu'il soit fonctionnel. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un cadre, mais il faut aussi que le cadre fonctionne. Mettre en place les dialogues demande des efforts et l'entretenir en demande plus encore. Il est de la responsabilité du secteur public, mais surtout des organisations du secteur privé de se hisser à ce niveau de partenariat. Pour le renforcement de l'efficacité du dialogue public-privé, on se rappelle en 2018, le gouvernement pour sa part a pris acte en Conseil des ministres la communication écrite relative aux résultats de l'évaluation du cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. En troisième région, ravitailler le Mali en produits de première nécessité en quantité suffisante et à moindre coût et aider l'ensemble des chargeurs dans le cadre de l'importation et l'exportation des marchandises. Tels sont les principaux défis que compte relever le nouveau président de la délégation régionale des chargeurs de Sikasso. Une promesse faite à l'occasion de l'installation du bureau renouvelé. De Sikasso, le compte-rendu de Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo. C'est Jean-Claude Sadi qui succède désormais à lui-même à la tête du bureau régional du Conseil malien des chargeurs composé de 6 membres. Une élection consensuelle faite en présence de l'ensemble des membres consulaires et d'une délégation du bureau national. Reconduit pour un mandat de 5 ans, le tout nouveau président mesure la charge de ses fonctions en ces moments critiques. Après les sanctions, tout est difficile maintenant. Donc il faut qu'on ravitaille le pays en produits de première nécessité et à bon prix. Aider tous les chargeurs avec l'administration à contrôler les prix et la marchandise. Vous devez veiller à la stabilité des corridors Bamako-Abidjan, Ouagadougou, en anticipant si la gestion elle est contraire de difficultés éventuelles en vue de poursuivre l'approvisionnement permanent, efficace et régulier de notre pays. Quant à l'autorité régionale, elle salue l'esprit de maturité qui a prévalu tout au long du processus, une attitude, selon elle, qui doit servir de modèle. Notre position dans ce grand Mali interpelle tout un chacun, surtout ceux qui viennent d'être élus. Malgré la situation difficile, ils ont montré preuve de résilience et ils nous ont accompagnés pour traverser cette période dure qui nous a été imposée quelque part. Créé en 2002, le bureau régional du Conseil malien des chargeurs a comme mission la réduction des coûts le long de la chaîne logistique, la représentation professionnelle des chargeurs et la défense de leurs intérêts. Le mouvement Mali-Hérin, en collaboration avec le réseau des femmes médecins, vient de tenir une conférence de débat sur le leadership féminin et l'autonomisation des femmes. La rencontre, qui intervient suite à un projet de formation, vise à partager les acquis des différentes sessions, nous dit Mariam Koulibaly. Ils sont 220 personnes à profiter de cette formation en leadership et coaching dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako. L'heure est pour les initiateurs de dresser un bilan, d'où la présente rencontre. Nous organisons cette conférence débat aujourd'hui pour sanctionner 7 mois de formation sur le leadership féminin, les genres et l'autonomisation des femmes. Donc nous sommes en consortium avec les réseaux des femmes médecins du Mali, les MDF, et sur financement du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Cette formation, qui s'inscrit dans le temps, vise à outiller les participants
sur les techniques d'établissement de projets de vie pour une autonomisation réelle. C'était de permettre aux femmes d'acquérir certaines compétences par rapport à certaines thématiques comme le leadership, la santé de la reproduction et droits sexuels, et la prise de parole en public et la gestion d'une équipe. On a su vraiment comprendre qui nous sommes, quelle est notre personnalité, quelles sont les qualités que nous avons et quels sont nos objectifs futurs. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs. Est-ce que nos personnalités, nos qualités nous permettent réellement d'atteindre ces objectifs? Avec des indicateurs positifs, il est instruit aux participants d'appliquer les techniques apprises au quotidien en vue de renforcer le bilan jugé positif. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a abrité ce dimanche les festivités du 9e anniversaire de l'association Kamisokola. L'activité est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, une manière pour les membres de l'association de participer à la Semaine nationale de la réconciliation Sénar. Reportage Alou Idrissa Maïga. Créée en 2013, l'association Kamisokola mène plusieurs activités pour garantir la cohésion et l'entente entre tous les Kamisoko du Mali et d'ailleurs. L'association œuvre également dans le cadre du développement et la stabilité de notre pays. C'est pour montrer à toute cette génération que les Kamisoko, nous sommes un et inséparables. Qui sont les Kamisoko? D'où viennent les Kamisoko? Et qu'est-ce que les Kamisoko ont fait dans l'histoire du Mali? Et encore, qu'est-ce que les Kamisoko peuvent être comme un élément très important dans la cohésion nationale? Semaine nationale de la réconciliation oblige, les sages de l'association ont mis ce 9e anniversaire à profit pour prodiguer des conseils à la jeunesse allant vers le pardon et le patriotisme. Nous devrons avoir le Mali dans notre cœur, travailler pour le développement de ce pays, travailler pour la paix, travailler pour la cohésion sociale. C'est ça que ces jeunes sont en train de faire aujourd'hui. C'est la journée de la réconciliation. Donc, raison pour laquelle les jeunes sont en train d'utiliser cette journée-là pour rassembler le maximum d'espoir pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Dernier acte de cet anniversaire, une conférence sur les origines des Kamisoko. Elle a permis aux participants d'être mieux édifiés sur le sujet. Place à présent à la chronique culture et société. Les eaux du fleuve sont un patrimoine naturel et culturel pour les bozos. Cela malgré des dangers naturels. La chronique culture et société de ces jours s'intéresse à cette thématique. Si tu cherches un bozo, il faut te rendre au bord des cours d'eau. La formule utilisée par les Maliens pour désigner ce peuple est symptomatique des activités culturelles menées par la communauté bozo, activités qui sont en rapport avec la mer nourricière qui est le fleuve. Alpha Maïga. Au Mali, depuis belle lurette, les bozos sont considérés comme les maîtres de l'eau. Bozo se trouve toujours au bord du fleuve et il n'y aura jamais de litige entre Bozo et une autre personne à cause de terre. Bozo est toujours au bord du fleuve. C'est son patrimoine culturel également, parce que c'est là que toute sa vie est tassée et tissée. Son patrimoine nourricier aussi, parce que c'est là qu'il tire toutes les ressources pour pouvoir vivre. Effectivement, le Bozo ne peut pas être dissocié de l'eau et du fleuve. C'est son environnement, dont l'habitat se construit au fil du fleuve. La pêche constitue l'activité principale des bozos, activité qu'ils pratiquent et partagent avec les Somono, les Sorko. C'est ce qui explique pourquoi ils habitent non loin des cours d'eau, cet endroit où ils gagnent leur vie. C'est les autres qui ont peur de ça, nous on n'a pas peur de ça. C'est comme le routier, c'est comme l'aviateur. Il y a des dangers partout dans la vie là. Mais ici, ça c'est notre milieu naturel, nous n'avons pas peur de l'eau. Puisque notre principale activité, c'est la pêche, on est obligé d'être à côté de l'eau. C'est pour cette raison qu'à une époque d'ailleurs, nous avions envisagé, au moment où on préparait les éléments de la nouvelle école fondamentale, nous avions envisagé d'avoir, comme on a des écoles nomades au niveau du désert, qu'on ait aussi des écoles nomades sur le fleuve, parce qu'en fonction des hameaux des bozos, faire en sorte que l'école suive les déplacements des bozos, donc des pêcheurs, des connaisseurs du fleuve.
La dignité des bozos se trouve dans la pratique de la pêche. C'est pourquoi ils demeurent semi-nomades, faisant déplacer leur habitation selon les saisons et le niveau de l'eau. Le bozo, c'est le brave homme. Néanmoins, nous bravons ces dangers-là. Et donc, nous vivons dignement de nos activités, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Nous bravons tout ça. Il faut les voir chanter sur l'eau pour comprendre que l'expression « gens du fleuve » est culturellement appropriée pour cette communauté. Le long du fleuve Niger et de son pont affluent, le Bani, vivent des communautés de pêcheurs. Parmi elles, seuls les bozos forment une ethnie à part entière, ayant sa langue et sa mythologie propre. Le but de cette association, c'est de contribuer à la création et au développement de l'épanouissement de la langue et de la culture bozo. Maîtres de l'eau, les bozos partagent le fleuve avec les somonos. Ces pêcheurs sont les seuls à connaître les secrets du fleuve. Quand un corps est perdu dans l'eau, le bozo le retrouve. Quand un objet est perdu dans l'eau, le bozo le retrouve. Le bozo peut passer des heures sous l'eau, donc on ne sait pas comment il respire. C'est la mystique quelque part. Le secret que les bozos ont, c'est un secret commun. C'est quelque chose qu'il faut l'apprendre. Pour la petite histoire, moi, Bozo Blay, une fois les enfants ont fait perdre mon filet. Ils ont demandé l'appui à tout un chacun. Personne n'a voulu rentrer l'endroit principal où le filet y était perdu. Quand on m'a dit, j'ai dit que moi, Bozo Blay, mon filet ne peut pas se perdre dans l'eau comme ça. Quand j'ai été, on m'a montré l'endroit, je suis descendu au fond de l'eau. Arrivé là-bas, j'ai vu quelque chose comme une case, comme une maison. L'intérieur était totalement blanche. Donc j'ai fait sortir mon filet et quand je suis sorti, je suis resté inactif pendant des heures. Je ne faisais que dormir parce que j'ai vu quelque chose de surnaturel sous l'eau. Mamou Tchero chante en langue bamana le répertoire ancestral des pêcheurs bozo. Elle jouit d'une grande renommée auprès de tous les bozos et somonos qui lui font appel pour animer les cérémonies de mariage, de funérailles et autres anniversaires. Avec sa voix puissante et joliment enrouée, elle perpétue les mythes bozo et rend hommage aux grands pêcheurs du Mali, capables de capturer les hippopotames à main nue. Et j'avoue que nous sommes passés à côté de beaucoup de choses à ce niveau-là, malheureusement. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait suffisamment attention à nos valeurs, à nos savoirs, et nous nous sommes laissés entraîner dans ce que l'Occident nous a, j'allais dire, imposé. Moussa Konaté et son livre « La malédiction du Lamatin » nous plongent dans cet univers avec intrigue sur les traditions ancestrales des bozos partagées entre islam et animisme autour de ce fleuve et des animaux qui y vivent. Les bozos, un peuple de l'eau. Igindo. Alpha Maïga, qui n'est pas un bozo, plutôt un sorail, mais nous a bien relaté l'histoire des bozos. Merci bien Alpha Maïga. Avant de boucler ce journal, cette nouvelle sportive compétition africaine de clubs, tour préliminaire de la Ligue des champions. Au compte du match retour, le Djulubassi reçoit ce soir, donc à partir de 16h, au stade 26 mars de Limadio, Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale. La rencontre était prévue pour hier. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour l'édition de la mi-journée.